Savez-vous dans quel état peut se trouver la matière ? Si vous avez suivi des cours de physique à l'école, vous répondrez sûrement solide, liquide et gazeux. Et si vous êtes un élève modèle, vous ajouterez fièrement le plasma. Mais pour décrocher la meilleure note aujourd'hui, cela ne suffira pas. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, l'histoire n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Dans des conditions extrêmes, même les éléments les plus communs peuvent révéler des propriétés dignes d'un tour de magie. Mais alors, dans quel état se trouve-t-il exactement ? Bienvenue sur Perdue-Chan. Et cette vidéo va tout vous expliquer. C'est parti ! Les 4 états fondamentaux de la matière. Commençons par un petit rappel des bases. Parmi les 4 états fondamentaux, les 3 premiers, solide, liquide et gaz, sont connus de l'humanité depuis l'époque paléolithique. L'exemple le plus parlant, c'est l'eau. L'eau pure gèle à 0 degré et bout à 100 degrés. Ce sont des phénomènes que l'on observe couramment dans la nature, sans conditions extrêmes particulières. Pourtant, les conditions nécessaires pour qu'une substance passe d'un état à un autre ne sont pas des constantes immuables. Elles dépendent en réalité de nombreux facteurs. La composition chimique de la matière en est un. Par exemple, l'eau de mer, qui contient du sel, ne gèle pas à 0 degré, mais aux alentours de -2 degrés. Mais c'est surtout la pression qui joue un rôle déterminant. Prenons l'exemple des fumeurs noirs, ces sources hydrothermales situées au fond des océans. Elles éjectent de l'eau à des températures allant de 200 à 300 degrés, sans qu'elle n'entre en ébullition. Cela s'explique par la pression élevée de l'eau, qui élève la température nécessaire à l'ébullition. À l'inverse, il est impossible de faire une bonne soupe au sommet de l'Everest. Là-bas, la pression atmosphérique est si faible que l'eau bout seulement à 68 degrés, ce qui ne permet pas une cuisson suffisante. Mais pourquoi un tel phénomène se produit-il ? Comprendre cela est indispensable avant d'aborder le sujet principal de cette vidéo. Le secret réside dans le mouvement des molécules. C'est là que se trouve le sens physique de la température. Plus les molécules qui composent un objet s'agitent, plus sa température augmente. Si l'on réduit la pression, il faut moins d'énergie cinétique pour que les molécules s'activent. À l'inverse, une pression plus élevée exige davantage d'énergie pour les faire bouger. C'est pourquoi, au sommet d'une montagne, l'eau bout à seulement 68 degrés et à la surface de Mars, à peine un peu au-dessus de 0 degré. Grâce aux avancées de la physique, les scientifiques ont pu, à la fin du 19e siècle, décrire un 4e état de la matière, le plasma. Dans les états solides, liquides ou gazeux, les atomes conservent une certaine cohésion structurelle. Mais si l'on continue à augmenter la température, un processus appelé ionisation commence. Dans le cas le plus simple d'ionisation thermique, les atomes reçoivent une immense quantité d'énergie, se déplacent de façon frénétique et entrent constamment en collision. Résultat, des électrons sont arrachés aux atomes, ou au contraire, des électrons supplémentaires viennent s'y coller. Le plasma, en résumé, c'est un gaz ionisé. L'exemple le plus simple de plasma à basse température, c'est le feu. Et d'ailleurs, environ 99,9% de toute la matière baryonique observée dans l'univers est justement à l'état de plasma. En réalité, une étoile tout entière est constituée de plasma. Maintenant que nous avons une vue d'ensemble des 4 états fondamentaux de la matière et de leur signification physique, découvrons des choses encore plus fascinantes. Que se passe-t-il si l'on chauffe encore davantage un plasma déjà très chaud ? Ou bien si l'on refroidit encore plus un matériau déjà à l'état solide ? Vous êtes-vous déjà posé la question ? C'est là que ça devient vraiment spectaculaire. Matière surchauffée. Si l'on chauffe encore davantage un plasma, il passe à un état appelé glasma. Dans cet état, ce ne sont plus des atomes, mais les protons et d'autres ions qui entrent en collision. Chaque collision génère des champs électromagnétiques étroitement liés entre eux. L'état de glasma est extrêmement instable. Il se désintègre en une fraction de seconde, ce qui rend son étude très difficile. On peut comparer le glasma à l'eau en ébullition, c'est-à-dire à un état situé à la frontière entre l'eau liquide et la vapeur. L'eau ne peut pas rester longtemps à l'état de forte ébullition. Si elle est trop chauffée, elle s'évapore complètement.
Si elle refroidit, elle redevient liquide. Il en va de même pour le plasma. S'il n'est pas refroidi, les ions et les protons se désintègrent et se transforment en particules élémentaires, gluons, quarks et antiquarks. C'est un phénomène similaire à celui de l'ionisation, où les atomes se décomposaient. Ce processus donne naissance à un état appelé plasma de quarks et de gluons. Sa température atteint plusieurs billions de degrés. Dans les conditions normales sur Terre, il est impossible d'observer un plasma de quarks et de gluons. Il en va de même pour la majorité de l'univers observable. Même à l'intérieur du Soleil, les températures ne sont pas assez élevées pour que la matière atteigne un tel degré de désintégration. De plus, la pression y est si colossale que, malgré une température de 15 millions de degrés, la matière au cœur du Soleil reste ultra dense. Les scientifiques pensent que l'univers, dans les tout premiers instants après le Big Bang, était entièrement rempli de plasma de quarks et de gluons, et que l'unique endroit où l'on pourrait en trouver aujourd'hui serait au cœur des étoiles à neutrons. Nous n'avons pas encore atteint les profondeurs ultimes de l'univers. C'est pourquoi nous devons nous contenter des minuscules quantités de plasma de quarks et de gluons que nous parvenons à recréer en laboratoire. Ce plasma de laboratoire n'existe que durant un laps de temps extrêmement court et en quantité infime. Mais si l'on parvenait à créer une mer stable de plasma de quarks et de gluons, elle apparaîtrait comme un liquide presque totalement opaque. Contrairement à l'eau, à l'azote liquide ou aux métaux en fusion, le plasma de quarks et de gluons se comporte comme un liquide presque parfait. Autrement dit, il possède une viscosité extrêmement faible. Il peut donc s'infiltrer dans les moindres interstices et ne reste accroché à aucune surface. Imaginons que vous plongiez la main dans du plasma de quarks et de gluons et que, par miracle, vous ne soyez pas instantanément carbonisé. En retirant votre main, elle ne serait même pas mouillée. Le liquide s'écoulerait en un éclair, sans laisser de traces. Je le répète au cas où. Il ne s'agit que d'une image théorique. Personne ne peut toucher physiquement une matière plus chaude que l'intérieur des étoiles les plus extrêmes. Oui, même si vous en mourrez d'envie, c'est tout simplement impossible. Mais si, pour une quelconque raison, le plasma de quarks et de gluons ne vous plaît pas, vous pouvez toujours essayer de le refroidir un peu. Lorsqu'on refroidit ce plasma, il subit une sorte de gel appelé hadronisation. Cela donne naissance à un état appelé gaz de hadron, accompagné d'un phénomène appelé confinement. Ce phénomène est dû à la nature de l'interaction forte. Les quarks ne peuvent pas exister seuls. Ils s'agrègent toujours pour former des particules appelées hadrons. Si vous aimez les jeux de mots scientifiques, voilà un bon terme à retenir. Malheureusement, pour l'instant, le gaz de hadron reste un concept que l'on ne peut que modéliser théoriquement. Il est donc difficile d'en dire beaucoup plus d'intéressant à son sujet. Jusqu'au zéro absolu. Jusqu'ici, nous avons observé ce qui se produit lorsqu'une matière déjà brûlante est portée à des températures extrêmes. Cette fois, essayons de faire le chemin inverse. Prenons une matière déjà froide, par exemple un gaz solidifié et cristallisé à très basse température, et refroidissons-le encore davantage. Malheureusement, cette expérience offre bien moins de liberté que dans le cas du chauffage. En théorie, la température peut être augmentée à l'infini, mais à l'inverse, elle ne peut descendre que jusqu'au zéro absolu. C'est précisément pour cela qu'on l'appelle absolu. Le zéro absolu correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Et pour diverses raisons, il est impossible d'atteindre exactement cette température. Pour l'expliquer de façon très simple, comme à l'école, pour refroidir un système, il faut lui retirer de l'énergie. Or, plus on tente de le refroidir, plus la quantité d'énergie à extraire devient grande. Pour atteindre le zéro absolu, il faudrait donc extraire une quantité d'énergie infinie. Or, par définition, c'est impossible. À ce jour, la température la plus basse jamais atteinte par l'humanité est d'environ 1 billionième de degré au-dessus du zéro absolu. Théoriquement, on peut s'en approcher indéfiniment, mais jamais l'atteindre. En pratique, cependant, la température que nous avons déjà réussi à atteindre est suffisante pour relever les défis actuels de la physique des très basses températures. Lorsqu'une matière est refroidie jusqu'à environ 1 billionième de degré au-dessus du zéro absolu, la plupart des particules qui la composent tombent dans leur état quantique le plus bas et deviennent quasiment immobiles, comme figées. Cela permet à des effets quantiques normalement détectables uniquement avec des instruments ultra précis de se manifester à l'échelle macroscopique, visible à l'œil nu. Ce phénomène s'appelle la condensation de Bose-Einstein.
Le condensat de Bose-Einstein partage certaines ressemblances avec son opposé absolu, le plasma de quarks et de gluons. En particulier, la matière dans cet état présente une superfluidité et se comporte comme un fluide parfait. Autrement dit, ce liquide grimpe le long des capillaires, s'écoule sans aucune friction et se répand instantanément sur n'importe quelle surface. La matière refroidie à l'extrême possède une autre propriété fascinante, la supraconductivité. Cela signifie qu'elle peut conduire un courant électrique sans aucune résistance. Une telle propriété donne lieu à toutes sortes d'effets étonnants et pourrait ouvrir la voie à des technologies dignes de la science-fiction, comme les voitures volantes. Malheureusement, son usage reste pour l'instant extrêmement limité, car maintenir un tel niveau de refroidissement exige une quantité d'énergie colossale. Il existe par ailleurs d'autres états de la matière plus rares, que nous n'avons pas abordés ici. La plupart n'existent que sur papier, c'est-à-dire uniquement dans les équations théoriques des scientifiques. Mais si cela vous intéresse, nous pourrons en parler dans une prochaine vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, pensez à laisser un like et à la partager avec vos amis. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.